Bienvenue dans Oser la reconversion, le podcast numéro 1 sur la reconversion. Je suis Claire Virose, ancienne avocate d'affaires, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Et ça a été la meilleure décision de ma vie. Si toi aussi tu as choisi une carrière par défaut ou pour faire plaisir à ton entourage, tu te demandes ce que tu fais encore dans ton job, découvre ici chaque lundi des invités qui te ressemblent et qui ont osé la reconversion dans tous les domaines. Ils nous racontent leur success story pour à ton tour oser la reconversion. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la reconversion Aurélie. Après avoir travaillé comme juriste en droit du travail pendant 10 ans, Aurélie est devenue officiante de mariage laïque et a fondé 15 février Cérémonie. Aurélie, brillante élève, a été poussée vers des études de droit. C'était une fierté pour ses parents qui n'avaient pas fait de grandes études. Animée par l'envie de défendre et la volonté de trouver une éthique, elle devient juriste en droit du travail dans une association. Mais c'est finalement la désillusion. Aurélie travaille ensuite en banque. Elle sera juriste pendant 10 ans, mais au fond d'elle, ce manque de sens et l'envie d'entreprendre la consomment. Le déclic, son propre mariage et le décès de son père à quelques mois d'intervalle, et surtout le manque de sens et de solennité des cérémonies laïques. Aurélie se forme alors à ce nouveau métier. Aujourd'hui, Aurélie est officiante de cérémonie laïque pour les mariages et a fondé 15 février Cérémonie depuis 2023. Elle propose un véritable accompagnement des couples en amont du mariage pour qu'ils prennent la mesure de leur engagement. Alors avec Aurélie, on a évoqué sa carrière de juriste, le manque de sens, le manque d'humain et le côté très politique. Comment elle a erré comme juriste pendant 10 ans sans savoir ce qu'elle pouvait faire d'autre. Sa découverte du métier d'officiant de cérémonie, l'importance des rituels dans la vie et sa perpétuelle recherche de sens et d'humain dans ce qu'elle entreprend. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Aurélie. Bonjour Aurélie, bienvenue dans Oser la reconversion. Bonjour Claire-Vie, je suis ravie que tu m'accueilles à ton micro aujourd'hui. Merci à toi. Merci à toi. En plus, tu fais un métier dont on n'a pas du tout parlé encore ici, donc j'ai vraiment hâte que tu nous en dises un petit peu plus. Alors, est-ce que tu peux te présenter déjà ? Alors, je m'appelle Aurélie, je suis créatrice et officiante de Cérémonie laïque. J'ai fondé 15 février Cérémonie. Je suis passionnée par tout ce qui touche à l'invisible et l'impalpable qui nous relie les uns aux autres, par le sens aussi de tout ça. En parallèle, je touche aussi au stylisme et à la photographie culinaire et je suis la maman de 2 petits garçons. Ça aussi, c'est un métier aux multiples facettes. Je suis basée dans l'Isère, à la campagne. Alors, avant ça, tu étais juriste, donc tu faisais un métier plus classique. On a pas mal d'auditeurs en plus qui sont dans des métiers juridiques. Donc, tu as été juriste pendant quasiment 10 ans. Est-ce que tu peux nous dire comment tu t'étais dirigée vers des études de droit ? Pourquoi ? Est-ce que c'est tes parents qui t'avaient poussée ? Alors, je crois que le droit, ça a été un choix, si ce n'est par défaut, du moins un choix de raison. C'était pas une contrainte non plus, je tiens à le dire. C'est vrai qu'il y avait beaucoup d'attentes de la part de mes parents qui, eux, n'ont pas fait d'études. Ils avaient pour moi de grandes ambitions. En tout cas, j'étais bonne élève. Ils voulaient mieux pour moi. Fallait que je fasse des études, ça c'est sûr. J'ai toujours senti que c'était comme si j'avais un peu quelque chose à réparer. Il n'y a aucun modèle d'avocat ni de juriste dans ma famille. Donc voilà, c'était un peu un choix de raison. Pendant l'année du bac, c'est vrai que il faut réfléchir à s'orienter pour l'après-lycée. Alors, j'ai pensé d'abord à me diriger vers l'enseignement, parce que j'aimais beaucoup la philo, les textes. J'aimais réfléchir, lire. J'aimais me poser des grandes questions sur des grands concepts. Mais je dois dire que dans le fond, ça me disait pas grand-chose de rester dans l'univers de l'école toute ma vie. Je sentais que j'avais envie d'autre chose. Le droit, c'est venu à la fois parce que dans mon imaginaire, c'était cohérent avec le fait d'aimer lire, d'aimer écrire, réfléchir, construire, argumenter. Et à la fois, je me suis souvent entendue dire à ce moment-là que le droit, ça ouvrait des portes. Je me sentais quelque part rassurée par le champ des possibles qui s'offrait à moi dans cette voie. Et puis, il faut dire aussi que, comme beaucoup de personnes qui se dirigent dans cette filière, il y a une part de fantasme autour de la profession d'avocat qui me faisait rêver, moi aussi. Voilà, cette image véhiculée par les séries américaines de la jeune femme belle, jeune, dynamique, intelligente, à qui tout réussit. T'as un peu envie de l'incarner, cette avocate qui va aller plaider comme ça au tribunal. La girl boss un peu.
Ouais, voilà, tout à fait. Et tu remarques aussi que dans les séries et les films américains, les avocats ont le temps et la possibilité de faire tout plein de choses à côté de leur vie en plus de ce métier. Voilà, donc c'était à la fois cohérent, à la fois le rêve de cette représentation de la carrière d'avocate à l'américaine et sans être enfermée après si jamais en chemin je me rendais compte que c'était pas ça. Donc voilà. Ouais, c'était une fierté pour la famille et pour toi, j'imagine. Oui, tout à fait. Donc, tu étais juriste en droit social. Tu as travaillé d'abord pour une association. Ouais, tout à fait. Comment tu t'es dirigée dans ce domaine-là? Parce que c'est un domaine qui est peu fréquent, j'ai envie de dire. Pourquoi tu as eu envie de travailler dans une association? Puis voilà, quel était ton quotidien? Alors, ce qu'il y a, c'est que pendant mes études, donc, alors moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai fait un master recherche en fin d'études, et pendant le master recherche, la spécificité, c'est qu'on n'a pas de stage en cabinet ou autre en entreprise. Donc, pendant l'année durant laquelle j'ai préparé l'examen d'entrée à l'école des avocats, j'ai fait des stages en cabinet d'avocats. Voilà, j'ai été un peu désenchantée. On y reviendra, ouais, on y reviendra sûrement après, mais en tout cas, je me sentais en opposition avec mes valeurs profondes. Du coup, quand je suis sortie de ce cursus-là, j'étais pleine de conviction que je pouvais aligner mes valeurs avec ce que j'allais faire maintenant professionnellement dans la vie. J'ai tout fait pour trouver une place plutôt dans le secteur de l'ESS et donc j'ai décroché mon premier poste dans une association où je m'occupais à la fois des associations d'un point de vue droit des assos et de les épauler sur la partie avec leurs salariés. Parce qu'on épaulait beaucoup d'associations employeurs. J'ai été grisée voilà, par la liberté que j'avais et la confiance qu'on m'accordait sur ce poste-là. Je pouvais mettre en place mes propres outils, mes propres méthodes. J'étais pas si stressée à l'idée d'être sans filet, car j'avais personne au-dessus de moi, pour le coup, qui vérifiait mon travail. J'avais une totale liberté. Et voilà, j'étais vraiment enchantée d'avoir trouvé un poste dans un secteur qui était pour moi plein de valeurs. Malheureusement, j'ai découvert aussi que parfois les valeurs affichées ne sont pas forcément les valeurs mises en œuvre et qu'elles sont des fois de l'ordre du discours et de la bonne figure. Donc j'étais heureuse d'avoir trouvé ce poste. Et au fur et à mesure du temps, il y a quand même eu de la frustration qui est arrivée parce que j'étais pleine de conviction et je faisais mon travail vraiment dans cet esprit-là. Mais le cadre n'était pas toujours forcément bienveillant. Tu veux dire un peu le management? Le management et puis l'esprit dans lequel les supérieurs pouvaient évoluer. J'avais moi beaucoup de valeurs humaines et c'était pas forcément comme ça que les choses étaient traitées et ça a été très dur pour moi de l'accepter. Je suis un peu sortie d'un rêve au niveau voilà. On peut retrouver des mécanismes violents, voire toxiques, qu'on a dans n'importe quelle entreprise en fait, même en association. Alors j'avais la chance d'avoir quand même certains collègues qui étaient vraiment dans le même esprit que moi. Et ça a été ce qui m'a sauvée pendant ces 2 années où j'ai travaillé en association. Mais voilà, c'est le monde associatif n'est pas forcément l'espèce d'oasis qu'on imagine. Et donc toi, en fait, tu conseillais côté employeur ou côté salarié? J'ai pas tout. Alors moi, je conseillais côté employeur, donc que ce soit en association ou même pendant les stages que j'ai faits. C'est vrai que c'est spécifique au droit du travail. Alors soit on est pro-employeur, soit on est pro-salarié. Et en réalité, ben moi j'avais plutôt toujours eu envie d'être pro-salarié et de défendre voilà les plus vulnérables face à ceux qui étaient plus gros, mieux placés. Mais par opportunité, au final, très souvent, tu vas te diriger plutôt vers des cabinets ou des entreprises et donc être côté pro-employeur parce que les cabinets pro-salariés sont pas forcément ceux qui ont le plus les moyens d'accueillir
des stagiaires ou des collaborateurs ou des juristes. Donc par opportunité, c'est vrai que tu vas plutôt te diriger, quelle que soit ta sensibilité, vers des cabines, enfin oui, vers le côté pro-employeur. Et donc, c'est une association, en fait, c'était des petits employeurs? Dans quel cadre ça se faisait? Tout à fait. Les associations, c'était des employeurs avec peu de salariés. Alors la plus grosse association avec laquelle j'ai travaillé employait, je sais plus, mais quelque chose comme une centaine de salariés. C'était vraiment la plus grosse, mais en général, ça reste 1, 2, 3, 4, 5, allez, 10 salariés maximum. Donc il y avait beaucoup de problématiques du droit que je rencontrais pas ou très peu parce que pas d'élus. Donc tu as toute la partie droit du travail collectif que tu ne traites pas. Donc ça a été aussi une première frustration de voilà d'avoir tout un pan du droit du travail que je ne rencontrais pas intellectuellement. Du coup, ça a commencé à devenir un petit peu difficile, voilà, de ne pas aller explorer, de pas aller me confronter à des choses que je ne connaissais pas. Ça restait assez simple et ça commençait à tourner toujours un petit peu autour des mêmes problématiques finalement. C'est vrai que, comme toi, mon premier stage que j'ai fait, c'était en droit du travail et j'avais trouvé ça hyper difficile parce que c'était dans un cabinet d'affaires aussi et j'avais trouvé que c'était trop dur humainement parce que c'était vraiment des cas de j'ai mes salariés qui font grève, qu'est-ce que je peux faire pour qu'il y en ait qui viennent quand même travailler? Bah voilà, il faut qu'on monte un dossier contre ce salarié-là parce que ça va pas du tout, on veut le virer. Et je m'étais dit mais c'est trop, je trouvais ça hyper difficile de se dire que t'avais entre les mains la vie de salariés. Finalement, après, tu peux penser à leur famille. Bon, bien sûr, tu peux aussi penser à la famille de l'employeur, mais moi, j'ai trouvé ça trop difficile et c'est pour ça qu'après, je m'étais dirigée en fiscalité parce que je m'étais dit, bon, c'est un peu plus lisse, superficiel, c'est des chiffres et on n'est pas trop au contact d'humain, finalement. J'avais trouvé hyper dur psychologiquement le droit du travail. Mais alors ça, tu vois, le droit du travail, au départ, c'est en partie pour ça que j'ai eu la révélation, voilà, en troisième année, quand j'ai rencontré le droit du travail, c'était un peu alléluia, j'ai trouvé une branche du droit qui commence à me passionner. C'est une branche qui est très liée à l'humain, comme tu le dis. C'est certainement celle qui est la plus exposée, médiatiquement, la plus changeante aussi, très soumise aux aléas politiques. Mais ça me parlait. Ça faisait partie de la vie des gens pour de vrai. Et là, j'ai trouvé un intérêt. Je voulais devenir avocate en droit du travail et j'étais déterminée, inarrêtable. Je voulais tout lire, tout savoir. Je me dissipais beaucoup aussi, paradoxalement. Mais voilà, ça faisait partie de la vie des gens et moi, je voulais pouvoir être là pour ces salariés-là. Alors après, je ne dis pas que le salarié a toujours raison, mais quand même, on peut admettre qu'il y a une forme de déséquilibre, en tout cas. Mais c'est ce côté humain qui m'a attirée à la base en droit du travail. Alors, donc, au bout de 2 ans, tu dis que tu as été un peu frustrée par la structure associative. Tu trouvais que c'était un peu de beau parler, finalement, un petit peu on fait semblant, quoi. Comment tu as eu le déclic de dire que tu voulais changer? Alors, le déclic, il est arrivé de deux façons. À la fois, voilà, il y avait ce côté de dire, non seulement je ne retrouve pas vraiment les valeurs qui m'ont porté jusqu'ici, mais en plus, je suis payée à coups de lance-pierre. Et c'est aussi à ce moment-là, en fait, que j'ai rencontré celui qui aujourd'hui est devenu mon mari. On était séparés, du coup, physiquement. Lui habitait à Lyon et moi, cette association, elle était dans une ville du département de l'Ain. Donc, on était séparés et voilà, le combo des deux a fait que je me suis dit, là, c'est le bon moment pour changer, trouver un poste peut-être plus stimulant intellectuellement. Et voilà, j'ai pas cherché forcément à ce que ce soit à nouveau au sein d'une association. Au départ, je me disais, je vais rester dans l'ESS. Et j'ai trouvé un poste, là, cette fois, dans une grande banque française, le jour et la nuit. Mais j'étais ravie de rejoindre
ce nouveau poste parce que là, pour le coup, il y avait beaucoup d'élus et il y avait énormément de nouvelles problématiques que je pouvais aborder. Bon, on va peut-être y revenir après, mais voilà. Là aussi, j'ai un petit peu déchanté par la suite. T'es resté combien de temps dans cette banque? Dans cette banque, j'y suis restée un peu moins d'1 an. Alors, j'ai été recrutée, je suis partie d'un CDI pour un CDD. C'était un CDD, mais ma motivation à me rapprocher et à emménager, m'installer avec mon chéri, ça a été le point d'ancrage vers ce changement pour ce changement-là. Et après, t'as fait quoi alors? Parce que donc t'as fait quand même juriste pendant quasiment une dizaine d'années. Donc après, tu travaillais où? Donc j'ai rejoint cette banque. Je m'y sentais très bien au début. C'était un poste d'envergure, voilà, une belle opportunité professionnelle. Voilà, j'ai ensuite déchanté et ensuite j'ai fait une pause après ce poste-là. Donc, ce qui s'est passé, pour raconter un petit peu, c'est qu'il y avait quand même une forme de harcèlement ambiant, beaucoup de violence, je trouve, dans cet univers, de la part de chez Fayon pour maquiller un peu leur incompétence en partie. Chaque jour, voilà, dans mon service, il y avait chaque jour une collaboratrice qui pleurait. C'était terrible. Ouais, j'étais sur un poste très exposé, on va dire, que ce soit aux salariés, très exposé à l'ensemble des dirigeants. Et il y avait une espèce de boulimie, de demande d'informations de la part des élus, d'informations non obligatoires à fournir, tout en flirtant presque avec une certaine entrave de la part de l'entreprise. Donc il y avait ce côté, il faut les noyer dans les informations qu'on leur donne, ce qui à moi me demandait un travail considérable qui n'avait pas de sens, et de l'autre qui me plaçait dans une situation assez délicate à assurer les arrières de l'entreprise. C'était très politique en fait. Ouais, tout à fait. Parce qu'on se devait de fournir certaines informations qu'on n'avait pas trop, il n'y avait pas forcément la volonté de fournir. Donc, il y avait toujours c'était toujours sur le fil. Tu faisais tampon entre les deux, quoi, en fait. Ouais, exactement. Et c'était très difficile à vivre, ça. À cette époque, je me sentais vraiment perdue, à la fois dans la masse de travail que ça engendrait, qui n'était pas justifiée, et à la fois, je m'y retrouvais pas, quoi. J'étais vraiment en perte de sens, en fait. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais, quoi? Pourquoi je fais tout ça, quoi? Le rythme était très dur, hein. Je prenais le train très tôt le matin, et pour terminer mon trajet, à chaque fois que je descendais du train, je me dirigeais à pied vers l'entreprise. J'avais à peu près 20 minutes de marche, c'était un peu mon espace pour souffler. J'ai essayé de faire durer ce trajet le plus longtemps possible. J'avais le cœur lourd, franchement, j'avais mal au ventre. Je me sentais vraiment au bord du gouffre à ce moment-là. Et il y a quelque chose qui m'a marqué à cette époque, c'est que j'avais du mal du coup à prioriser mes tâches parce qu'on m'en demandait toujours plus. Et moins N plus 1 m'avait dit à l'époque, alors c'est très simple. C'est d'abord tu traites les demandes du PDG, ensuite celles du DRH, ensuite les élus et après le reste. Et moi, je me disais, quelle que soit la demande et l'importance de la question, en fait, il faut que je fasse en fonction de la personne qui me le demande et non de la pertinence de la question, ce qui pour moi était inentendable. Donc, j'ai commencé à être dans cette perte de sens totale à ce moment-là. Et je sentais vraiment que jour après jour, je me vidais de mon énergie, de ma sève, de ma créativité et de mon envie et de ma soif de lire et d'apprendre. Et du coup, à la fin du CDD, on m'a proposé de le prolonger et j'ai refusé. Je me suis arrêtée à ce moment-là. J'avais besoin d'une pause. Il fallait que je me répare un peu, quoi. J'ai été dans une forme d'épuisement. Alors, je ne sais pas si on peut dire burn-out, mais en tout cas, un épuisement et une perte de sens total dans mon travail à ce moment-là. Ouais, t'as été très déçue finalement de la réalité du terrain, en fait. Tout à fait. Et donc là, t'es un peu perdue, j'imagine. Tu te dis, finalement, est-ce que j'ai envie de continuer à faire juriste? Oui, parce que déjà, j'ai exercé dans 2 milieux totalement différents. D'abord, une association, donc un petit milieu que j'imaginais plein de valeurs et où mon poste était finalement un poste de débutant, moi je dirais, voilà, puisque les problématiques sont, même si je faisais plein de choses différentes et qu'on m'en demandait toujours plus, les problématiques étaient finalement, ça commençait à tourner en rond.
Et puis de l'autre côté, la banque qui était beaucoup plus, qui avait beaucoup plus d'envergure. C'était la girl boss. Et que ce soit l'un ou l'autre, ça me convenait pas. Donc déjà, je me suis dit, est-ce que je suis vraiment faite pour le monde dans l'entreprise? Est-ce que j'ai vraiment envie de continuer en tant que juriste? Je me suis arrêtée donc à ce moment-là pour prendre du recul et peut-être imaginer une autre voie. Mais je savais pas vraiment ce que j'avais envie de faire. J'adorais cuisiner, j'aimais raconter des histoires gourmandes, mais je trouvais pas le point d'ancrage pour créer quelque chose et entreprendre. C'est ce moment-là, ça a correspondu aussi au moment où, après beaucoup d'errances médicales, on a posé un diagnostic sur certains symptômes que je pouvais avoir. Donc j'ai été opérée à ce moment-là. S'en est suivi un temps de convalescence naturellement. Et tout de suite à la suite de ça, je suis tombée enceinte de mon premier enfant. Donc j'ai décidé de m'arrêter, de vivre cette grossesse sereinement. Ça a été une décision conjointe avec mon compagnon à l'époque, qui aujourd'hui est devenu mon mari. Et je réfléchissais, à changer de voie après l'arrivée de notre premier enfant. Ça s'est pas passé tout à fait comme ça parce que je n'arrivais pas à mettre le doigt sur quelque chose qui pouvait devenir une aventure entrepreneuriale. Mais je me suis plu à m'occuper de mon fils pendant ces mois-là. Et puis, au bout de quelques mois, je me suis rendu compte que j'allais pas trouver tout de suite comment créer quelque chose. Donc j'ai décidé de chercher à nouveau un poste de juriste puisque c'était ce que je savais La faire. voie de la raison un peu. Oui, tout à fait. C'était la voie de la raison. Donc j'ai été recrutée sur un poste de juriste en entreprise au siège d'une entreprise d'intérim en remplacement d'un congé maternité. Là aussi. Donc entreprise à taille humaine. J'ai retrouvé de la sérénité pour quelques mois. Tout se passait bien quand je suis arrivée. Le poste avait beaucoup moins d'envergure que le précédent. Il y avait pas d'élus, donc ça t'enlève une charge de travail énorme et tout un pan du travail que tu ne rencontres pas. Qu'on se le dise, ça simplifie extrêmement les dossiers. Je me suis plutôt plu malgré tout sur ce poste. J'avais retrouvé de la sérénité, de la stabilité et sincèrement, je ressentais pas de stress face au travail à accomplir. J'arrivais à gérer, à absorber la masse de travail. Je m'interrogeais beaucoup parce que c'était moins stimulant intellectuellement. Je me suis dit, ok, c'est chouette, c'est pas trop stressant, mais est-ce que ça m'intéresse vraiment? Et là, doucement, quand même, l'idée lancinante de repartir et pour faire autre chose a commencé à arriver. Et puis, il y a eu la fin du congé maternité de la personne que je remplaçais et on m'a proposé de rester en CDI. Franchement, j'étais super contente. J'étais super contente de rester parce que je n'avais toujours pas mis le doigt sur ce qui allait pouvoir me plaire ailleurs. D'ailleurs, que ce soit en tant que salarié ou en tant qu'entrepreneur, là, je m'ouvrais les possibles. Et puis là, le drame, le Covid. 2 semaines après le retour de la personne que je remplaçais, ça a été le début du fameux confinement. Et à distance, j'ai pas réussi à garder ma place, en fait. Sincèrement, c'était fini. Quand le confinement a pris fin, je suis revenue, mais j'avais été mise à l'écart dans un autre bureau, physiquement, à distance de là où se trouvait tout le monde. J'étais avec une autre personne qui, elle aussi, était mise à l'écart. Les missions sont devenues beaucoup moins intéressantes, beaucoup plus laborieuses. J'ai essayé de m'accrocher, je me suis accrochée, de me dire que c'était passager, que j'allais tout faire pour retrouver ma place, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Je me suis du coup vraiment dit que l'entreprise, c'était pas pour moi et que je voudrais plus jamais revivre ça. Et tout à la fois, je m'accrochais. Je m'accrochais pour garder ma place parce que je m'étais fait une place pendant tous ces mois-là. Puis j'imagine que tu avais peur aussi quand même de l'insécurité financière. Tu te dis, bon, j'ai comme la stabilité, j'ai une famille. Ouais.
Tout à fait. Donc, mais voilà, je retournais à cette réflexion qui me disait, bon, bah, quand tu es dans une grosse boîte, tu as des sujets intéressants, mais ça va pas. Et quand tu es dans une petite boîte, ça t'ennuie, mais ça va pas non plus. Et puis, quel que soit l'endroit où tu te trouves, bah, au niveau relationnel, pourquoi ça tourne toujours mal, quoi. Ouais. Pourquoi tu te sens pas à ta place finalement? Pourquoi je me sens pas à ma place? Exactement. C'était un peu les mots qui me venaient en tête. Et tu te disais, j'imagine que les autres avaient réussi un peu à se forcer à rentrer dans ce monde du travail et que toi, tu n'arrivais pas à te forcer. Ouais, tout à fait. Ou en tout cas, j'arrivais à m'adapter en surface, mais intérieurement, c'était le chaos, quoi. Comment a réagi ton entourage à ce moment-là? Ils te soutenaient? Ils essayaient de t'encourager à continuer? J'en parlais pas trop. Voilà, j'en parlais à mon mari, mais je crois pas que j'arrivais à lui faire comprendre l'ampleur de ce qui se passait. Néanmoins, lui était déjà soutenant dans l'idée de dire, ben oui, tu peux arrêter ton métier de juriste et passer à autre chose. Maintenant, il faut trouver ce qui va te plaire et ce qui peut fonctionner pour toi. Lui a toujours été un soutien. Ça c'est sûr. En fait, ce qui est difficile en plus, c'est que je trouve que quand tu fais quelque chose qui te correspond pas, ça te puise beaucoup d'énergie et donc tu as encore moins Exactement. d'énergie à chercher ce qui pourrait te convenir. Donc c'est hyper difficile comme situation. Oui, bah, il y avait ça aussi de se dire, bah, si du coup, si ça se passait plus bien, bah, pourquoi t'as pas cherché du travail ailleurs? Mais ça m'a fait perdre confiance en moi, tout ça, déjà, et ça me prenait effectivement énormément d'énergie. En fait, je me sentais vidée, quoi, vidée de mon énergie vitale, quoi, de ma sève. Je me sentais m'éteindre. Vraiment, je le dis comme ça, c'était je me sentais m'éteindre. Comment tu as eu le déclic de travailler dans le monde du mariage laïque? Est-ce que toi-même tu t'es mariée? C'est comme ça que t'as eu le déclic? Ouais, alors le déclic pour devenir officiante et de fonder 15 février cérémonie, c'est arrivé effectivement et il y a eu deux choses en fait qui se sont passées. C'est que cette année-là, mon mari m'a demandé en mariage et bah oui, j'ai rencontré du coup ce métier d'officiante. Quand on a décidé de se marier. Je connaissais ce type de cérémonie de loin, mais quand s'est posé la question pour nous, c'est là que la réflexion sur l'enjeu de ce qu'est une cérémonie, l'enjeu de ce qu'est un mariage, le sens qu'on donne au mariage est arrivé. Ça m'a bouleversée. À l'époque, j'ai tout de suite idéalisé ce métier. J'ai pensé que tout professionnel installé comme officiant de cérémonie laïque avait forcément ma vision de la cérémonie et que ça pouvait pas être autrement. Bon, j'ai appris à mes dépens que c'était pas forcément toujours le cas, mais en tout cas, vraiment, ça a été ça. Ça a été toute la réflexion et le sens qu'on donne au mariage et à la cérémonie qui, voilà, m'a fait dire que c'était peut-être fait pour moi ce métier-là. Et en tout cas, j'ai eu une très grande réflexion à ce niveau-là. Et l'autre événement qui est arrivé aussi en 2020, ça a été la perte de mon papa, qui est décédé 6 mois avant notre mariage. Et là aussi, ça a ouvert ma réflexion sur le fait que tout grand passage de vie mérite une cérémonie digne, que l'offre actuelle ne répond pas forcément à ce qu'on peut rechercher. J'ai été un peu choquée par l'accueil qui nous a été réservé à l'église, en toute honnêteté, et la place accessoire qui est donnée aux défunts. Donc une réflexion sur l'offre existante aussi s'est posée. Oui, c'était pas assez personnel pour toi. Ouais. Une réflexion sur ce qu'est un rite de passage. Aussi, dire au revoir est un rite de passage. On lui rend hommage. Il faut qu'on puisse, bon, à mon sens, il faut qu'on puisse vivre quelque chose qui nous relie les uns aux autres. Et donc, t'es à la fois officiante de cérémonie laïque de mariage et d'enterrement aussi? Alors non, je ne fais pas le deuil pour l'instant. Mais c'est voilà, c'était pour t'expliquer la réflexion. La réflexion, il y a eu le mariage, mais pas que. C'était vraiment plus global dans le sens des grands passages de vie qui jalonnent notre existence en fait, de ces rites.
parce que voilà, on peut penser que c'était que le mariage qui a entamé cette réflexion, mais c'était plus global. Il y a l'univers du mariage qui est vraiment passionnant, et aussi parce qu'il est vraiment aujourd'hui prétexte ou en tout cas une opportunité exceptionnelle d'exprimer sa créativité. Mais au-delà du mariage, ce sont les passages de vie finalement qui ont entamé cette réflexion chez moi. Et c'est là que ça a été le déclic. T'as eu du mal, toi, à trouver une officiante de cérémonie laïque pour ton mariage? Ouais, alors j'ai eu du mal à trouver, d'une part parce qu'on était en 2020 et que les mariages de 2020 ont été reportés en 2021. Donc quand je contactais les officiants qui me faisaient rêver, ils étaient déjà pris parce qu'ils avaient des reports de mariage. Ça a énormément réduit mon champ des possibles. Mais voilà, j'ai fini par trouver une personne dont j'ai été très déçue. C'était clairement pas du tout ma conception de la cérémonie. Mais c'est quelque chose un peu à réparer, ça, par la suite. Je travaille au corps à mon mari pour qu'on refasse une cérémonie. Un anniversaire de mariage, les 10 ans. Ça, je lui ai déjà dit, ouais, voilà, faudra. Parce que c'était pas assez solennel pour toi? C'était superficiel pour moi. Dans la cérémonie, vraiment, on a quelque chose à vivre. On a quelque chose à dire et à vivre lors d'une cérémonie. C'est une cérémonie laïque, c'est pas là juste pour faire joli. Voilà, je te pose 2, 3 questions, je remplis un petit texte à trous, ça, on fait un petit moment sympa au moment du mariage. C'est vraiment un passage. Il doit y avoir un avant, un après. Alors, la transformation n'est pas forcément quelque chose de spectaculaire, mais ça transforme. Ça transforme, il se passe quelque chose dans le couple et il se passe quelque chose avec les proches. Voilà, je suis vraiment, je pense, tombée sur un professionnel du texte à tout, malheureusement. Il y a eu erreur de casting aussi parce que certains empruntent le vocabulaire d'autres professionnels et voilà, pour se donner une image qui n'est pas forcément la leur. C'est un peu dommage parce que je pense que ça peut convenir à certains. Mais voilà, moi, je n'ai pas trouvé l'officiante dont j'aurais rêvé pour mon mariage. Donc, t'as décidé de la devenir pour les autres. Et j'ai décidé de la devenir pour les autres. C'est vrai que ce métier, finalement, concentre... ce qui, pour moi, fait un bon officiant, c'est d'être à la fois quelqu'un de curieux, quelqu'un qui aime apprendre, qui aime écouter, qui aime lire, qui aime écrire et qui sait écrire. L'écriture est au cœur de notre profession, mais pas que. Il faut vraiment être curieux et être capable de chercher ce qui est juste pour un couple en particulier. Et voilà, ça a été tout ça qui m'a passionnée. Et là, j'ai vraiment rencontré l'humain. C'est notre humanité dans sa dimension la plus pure, ces moments qui nous rendent vivants, ces grands passages de vie qui nous rendent vivants et qui nous relient les uns aux autres. Donc là, j'ai vraiment touché du doigt ce qui allait devenir mon nouveau métier et là où j'allais trouver ma place. Et alors, comment t'as fait? Est-ce que t'as décidé de suivre une formation? Tu t'es auto-formée? Comment ça s'est passé un peu les étapes suivantes? Alors, dès que je me suis mariée, en fait, j'ai commencé à chercher une formation. J'ai eu beaucoup de mal à trouver. Alors, il y en a des formations qui sont proposées en France, mais voilà, je lisais ce qui était proposé, je découvrais le programme. Il manquait quelque chose, ça manquait peut-être je sentais que il n'y avait pas la profondeur que je recherchais. Jusqu'à ce que je trouve la bonne formation pour moi. C'était une formation avec les créateurs de cérémonie pour préciser. Et alors, la formation n'a pas eu lieu tout de suite. Ça a été un petit peu retardé pour des considérations administratives. Et début 2023, il y a eu enfin le début de cette formation. Et là, dès le premier jour, en fait, ça a été la révélation, vraiment. C'est très intense ce qu'on nous a fait vivre ce jour-là, ce qu'on nous a amené à vivre ce jour-là.
On s'est posé des vraies grandes questions. C'était la profondeur que je recherchais. J'ai vraiment trouvé la formation qui me correspondait. On n'était pas là juste à se dire on va nous donner notre petite mallette d'officiant, faut faire comme ci, faut faire comme ça, mais c'était vraiment ce que j'aimais, la réflexion. C'était prendre de la hauteur, aller plus haut et plus loin. Et donc j'ai suivi cette formation-là. C'est quoi le nom de la formation, peut-être pour les auditeurs qui voudraient regarder? Ouais. La formation s'appelait Former sans formater des créateurs de cérémonies. C'est la formation initiale des créateurs de cérémonies. En tout cas, je sais qu'il n'y a plus de formation en ce moment. Je ne sais pas si ça reprendra ou pas. Si des auditeurs effectivement sont intéressés, ben peut-être se rapprocher directement des formatrices. Mais en tout cas, c'était à mon sens la meilleure formation qui existait à ce jour en France. Déjà, j'avais du mal à concevoir qu'on puisse suivre une petite formation d'une semaine et se dire ok, c'est bon, je suis officiant de cérémonie. C'est un métier qui est beaucoup plus profond que ça pour moi. Et donc celle-ci se déroulait sur 3 mois. Pas 3 mois à temps plein, mais 3 mois dans la réflexion avec des travaux, etc. Et se terminait par un grand oral. Donc voilà, c'est aussi un rite de passage en soi, hein, un grand oral. Donc voilà comment je me suis formée. Et puis oui, après, tu te formes continuellement en fait. Je pense que pour exercer cette formation, cette profession, pardon, de manière vraiment qualitative, il faut sans cesse se remettre en question, sans cesse apprendre, sans cesse s'améliorer, et donc toujours continuer à se former et à muscler sa plume. Et donc, tu m'avais dit en off que tu avais profité en fait de ton deuxième congé maternité pour te former. Alors, je me suis formée juste avant mon congé maternité. J'ai suivi la formation enceinte. Je commençais à être un petit peu avancée dans la grossesse et vraiment, dès le début de ma grossesse, j'ai eu cette réflexion de me dire non mais là, vraiment, ça va plus être possible. Après la fin de mon congé maternité, je ne me vois pas revenir dans cet environnement toxique. Je n'imaginais pas non plus rechercher un poste de juriste ailleurs parce que voilà, j'avais plus. Je me disais vraiment que c'est au-delà de l'entreprise que le droit n'était pas fait pour moi. Donc, je me suis formée pendant ma grossesse. J'étais encore en poste. Et vraiment, juste après la fin de la formation, ma sage-femme m'a arrêtée, m'a dit bon bah là c'est plus possible d'évoluer dans cet environnement-là avec le bébé et puis j'ai rencontré aussi quand même des petits soucis pendant ma grossesse. Donc pour mon bien et le bien du bébé, j'ai été arrêtée 1 mois et demi avant le congé maternité, le début officiel du congé maternité. Et comment tu as fait après pour financer? Est-ce que tu avais le chômage? Alors, donc moi déjà, j'ai eu mon congé maternité. Bon, bah là, du coup, le projet a été mis en stand-by. Ensuite, j'ai eu un petit peu de congé parental, pareil, en stand-by. Et dès le mois de janvier, effectivement, j'ai eu du chômage parce qu'en fait, 15 jours avant la fin de mon congé parental, je devais revenir le 1er janvier, enfin le 2 janvier 2024. Le 1er janvier, non. Donc j'ai demandé une rupture conventionnelle. J'ai appelé mon chef et je lui ai expliqué. Voilà, j'avais très très peur hein, parce que c'était toujours très mal pris quelqu'un qui partait dans l'entreprise. Mais voilà, je lui ai expliqué la situation. Entre-temps, ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais aussi déménagé. Avant, j'habitais vraiment dans le sud de Lyon et j'ai déménagé dans l'Isère à la campagne. Donc d'autant plus, je ne me voyais pas revenir à Lyon pour aller travailler tous les jours. Et donc je l'ai contacté et je lui ai demandé une rupture conventionnelle, demande à laquelle il a accédé sans vraiment poser de questions. Ça a été très bien pris, très bien accepté. Il m'a dit oui, bon, pour plein de raisons, effectivement. Je comprends que tu demandes cette rupture et oui, il n'y a pas de souci, je te l'accorde. Donc, alléluia. Quel soulagement, vraiment. Ça s'est passé comme ça. Et donc, j'ai toujours
une partie de chômage. Ouais, du coup, c'est vrai que c'est plus rassurant pour lancer une activité. Et alors, est-ce que c'est pas trop difficile de trouver des clients parce que le monde du mariage, c'est un monde assez concurrentiel quand même. Il y a beaucoup, beaucoup de prestataires. Comment tu as fait pour trouver tes premiers clients? Alors, pour trouver mes premiers clients, j'ai commencé l'année par un salon. Alors moi, je me suis tout de suite jetée dans le grand bain des salons pour partir à la rencontre à la fois des prestataires et à la fois des futurs mariés. Donc ça a été la bonne idée de se confronter tout de suite à ça, quoi, aux clients, aux futurs mariés. J'ai pas forcément signé de contrat à ce moment-là, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'univers du mariage, il y a beaucoup de recommandations aussi de la part des autres prestataires, donc faut pas hésiter à aller les rencontrer justement. Pour pas rester seul déjà, faut s'entourer parce que sur un mariage, c'est jamais la même équipe, mais on est une équipe avec les autres prestataires. Donc les prestataires et puis c'est être présente aussi sur des plateformes qui mettent en relation les futurs mariés et les prestataires. Voilà. Et puis, commencer à communiquer sur Instagram. Si je dirais, c'est vraiment, il y a trois éléments sur lesquels je me suis lancée pour aller à la rencontre des futurs mariés. Ça a été les réseaux, les rencontres et les salons. Quels sont les tarifs en moyenne d'un officiant de cérémonie laïque? J'ai aucune idée des prix pratiqués pour savoir voilà si on peut en vivre et puis Alors ça, c'est une très grande question. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a de tout. Tu peux trouver des officiants de cérémonie à moins de 1 000 € jusqu'à plus de 3 000, voire 3 500 €. Évidemment, à ce tarif-là, à ces tarifs-là, on parle pas de la même chose. Comme je t'expliquais tout à l'heure, tu as des officiants qui vont remplir un texte à trous après t'avoir posé quelques questions. Et en fait, pourquoi pas si la cérémonie laïque c'est un petit plus et que les mariés ne l'investissent pas vraiment émotionnellement, que ça a pas beaucoup d'enjeux pour eux, que c'est juste un petit moment en plus et qu'il y a peut-être une autre cérémonie qui a plus d'enjeux pour eux, c'est ok. Et après, plus tu vas apporter à tes futurs mariés, plus forcément le tarif va être élevé. Moi, ce que je propose aux futurs mariés, c'est vraiment de vivre aussi en amont du mariage une véritable expérience à deux. C'est de se poser vraiment des questions sur le sens de ce qu'ils donnent à leur mariage, le sens de leur engagement. C'est vraiment les accompagner pour construire ce moment-là qui va pas être juste de raconter leur vie à deux. Mais vraiment, il faut qu'il se passe quelque chose entre eux, dans leur couple et avec leurs proches. Et forcément, c'est pas le même investissement non plus de la part de l'officiant. D'où le fait que les tarifs vont énormément différer, en fait. Quand tu es réellement sur une cérémonie sur mesure, forcément, les tarifs vont être plus élevés. Et oui, de ce fait, oui, on peut en vivre si on pratique des tarifs qui seront cohérents avec ce qu'on propose. en fait tu fais presque comme une préparation religieuse mais version laïque, un petit peu dans l'idée. Oui, c'est ça. Il y a une vraie préparation au mariage, qui n'est pas une préparation religieuse, évidemment, parce que quand c'est religieux, c'est très orienté. Là, c'est vraiment au contraire donner au couple la possibilité de s'exprimer librement et de trouver ce qui est juste pour eux. Mais oui, c'est exactement ça. Il y a une vraie préparation au mariage. Et ça, j'y tiens énormément. À dire que l'accompagnement est la plus grosse partie de mon travail, c'est avant le mariage. Finalement, officier la cérémonie le jour J, être maître de cérémonie, c'est la plus petite partie de mon travail. C'est l'aboutissement du travail qu'on a fait ensemble en amont. Donc, c'est tout un processus, en fait. Comment s'est passé ton premier mariage, le premier mariage que tu as officié? Eh bien, alors, j'ai déjà officié un mariage, mais pour des proches, et c'était pas aussi structuré que maintenant.
Maintenant, le premier mariage que je vais officier en tant que professionnelle depuis que je suis installée sera au mois de décembre. Donc, Ah, ouais, tout à fait. oui, parce que ça prend du temps, j'imagine. En plus, c'est vrai que la saison des mariages, c'est assez court. Donc, et puis, on book assez en avance. Donc, il y a un petit temps pour se lancer, j'imagine. Oui, tout à fait. Puis, il y a une certaine saisonnalité au niveau des mariages. Alors, il y a la saison forte. Ça ne veut pas du tout dire qu'en dehors de la saison, on ne travaille pas. Bien au contraire. Tout se passe en amont sur les mois dits creux pour la saison des mariages. Mais oui, le fait d'avoir commencé l'activité, lancé l'activité en janvier, évidemment, c'est ma première saison. Donc voilà, il y a un temps voilà, de structuration, de communication. Et la saison 2025 sera beaucoup plus chargée en mariage. Voilà, il y a la saison même 2026 qui commence à se remplir. Mais sinon, oui, ce sera au mois de décembre que je vais pouvoir officier ma première cérémonie en tant que professionnelle. Bon, on va suivre ça alors. Et alors, est-ce que c'est pas trop difficile de gérer le stress des mariés? Gérer le stress de mariée, bah, j'ai envie de dire que ça fait pleinement partie de mon rôle. C'est aller préparer aussi les mariés à ce qui va se jouer et se passer le jour J. Alors souvent on entend hein, j'ai peur de me laisser envahir par l'émotion. Préparer les mariés, c'est aussi leur dire que bah, ce jour-là, ce qui fait la différence entre les autres jours, avec les autres jours, c'est aussi justement toutes ces émotions. Si vous avez voulu une cérémonie laïque, c'est pourquoi. C'est en partie aussi parce que vous vouliez les vivre, ces émotions-là. Donc, c'est de leur dire aussi qu'il faut se laisser traverser pour vivre pleinement cette cérémonie, se laisser traverser par les émotions. Au pire, quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Au mieux, ça va être un moment qui va rester gravé en eux. Vivre ces émotions-là aussi, ça transforme. Ça fait partie de la transformation. Donc, ça fait partie du métier, voilà, de les préparer à ça, à recevoir ce qui va se jouer à ce moment-là. Est-ce que tu aurais comme projet peut-être plus tard de devenir aussi wedding planner, tu vois, de faire un peu plus que officiante de cérémonie laïque ou pas forcément? Ouais, je comprends ta question, mais alors, très sincèrement, le métier de wedding planner et le métier d'officiante de cérémonie sont deux métiers qui n'ont rien à voir. La partie wedding planner, ben, c'est organiser un mariage, donc c'est vraiment une partie organisationnelle. Or, le métier d'officiante, c'est complètement autre chose. Hein. Là, moi, comme je te l'ai dit, on est plus sur un aspect spirituel du mariage. Pour moi, être entièrement consacré à ce rôle, c'est un gage de respect et d'excellence. Ça demande tellement plus que de savoir s'exprimer ou de savoir écrire. Oui, c'est deux choses évidemment très importantes. Mais c'est bien plus qui se cache derrière notre mission si on veut réellement une cérémonie taillée sur le couple et sur leur univers, tout simplement. Moi, je m'adresse vraiment aux couples qui ont envie de vivre une expérience avec une dose non négligeable de profondeur. Je suis pas là pour aligner quelques généralités ou banalités sur l'amour agrémentées de deux, trois anecdotes et basta. C'est vraiment aussi les aider à ouvrir une voie sur ce voyage qui est cette folie du mariage. Euh, voilà, choisir d'exprimer son engagement dans le mariage lors d'une cérémonie laïque, c'est aussi une affirmation de soi. C'est une porte d'entrée vers une dimension nouvelle du couple. Et je crois pas pouvoir donner le meilleur en me dissipant sur d'autres métiers. Tu veux vraiment faire un peu du haut de gamme, du luxe de la cérémonie laïque, en fait. Ouais, exactement. Bah, c'est une proposition haut de gamme, oui. C'est une proposition haut de gamme pour ceux voilà, qui recherchent vraiment de la profondeur, de la beauté et du sens dans leur engagement. Donc pour moi, qui dit excellence dit forcément de se consacrer pleinement à cette mission-là. Et alors, quel serait ton plus grand rêve professionnel? Alors mon plus grand rêve professionnel, je dirais que ce serait de participer pleinement à ce que ce métier gagne en qualité et en reconnaissance. C'est voilà, participer à développer une image vraiment qualitative de ce métier.
voilà, ça fait partie vraiment de ce qui me porte. Bah, c'est un beau projet. Alors, dernière Ouais. question, c'est toujours la question de la fin. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait déjà donné? Alors, le meilleur conseil qu'on m'ait déjà donné, c'est d'oser. Voilà, c'est d'oser. Déjà, oser rompre avec ce qui peut nous rendre malades, hein, nous faire du mal. Après, c'est difficile parce que ton métier, c'est aussi ce qui te fait vivre, hein, ce qui fait vivre ta famille, donc c'est pas facile. J'ai conscience que des fois, on a l'impression que c'est un peu des mots, tout ça, juste des mots, mais que ben, dans la vie, on est dans le dur. Mais à un moment donné, oui, il faut oser ben, prendre des risques, oser parier sur soi, oser vivre la vie dont on rêve, parce que ben, du fait d'avoir osé, moi aujourd'hui, j'ai trouvé ma place. Aujourd'hui, j'ai une vie qui est, ouais, j'aurais jamais imaginé ça il y a quelques années. Être au cœur de l'humain, bah là, je peux dire que je suis au cœur de l'humain. Voilà, c'est oser. Moi, je dirais le meilleur conseil qu'on m'a donné, c'est oser. Au pire, qu'est-ce qui va se passer? C'est au pire, bon ben, tu peux te planter, bon bah ok, mais tu te relèves en fait. Tu te relèves et alors que si tu n'oses pas, bah, tu te condamnes à rester dans ce qui ne va pas. Et ça, c'est quand même vraiment dommage. La vie est trop précieuse et trop belle pour voilà, pour rester attaché à ce qui nous rend malheureux. Oui, finalement, c'est pas que pour les autres aussi de vivre ce type d'aventure entrepreneuriale. Ouais, tout à fait. Ben, j'ai vraiment le sentiment de voilà d'être au service de la vraie vie, des vrais gens, du vivant, euh, du sens, tout simplement. Et c'est ce qui fait profondément notre humanité, le sens qu'on donne à nos choix. Un grand merci Aurélie, donc je mettrai tous les liens pour les auditeurs qui voudraient aller suivre ce que tu fais. Merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé. Merci beaucoup à toi, Claire-Vie, de m'avoir reçue aujourd'hui. Ça a été un vrai plaisir. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur YouTube. Et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer, abonnez-vous et laissez une note 5 étoiles et un avis. C'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous souhaitez suivre les dernières actualités du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram @oserlareconversion et pour prolonger la discussion, rendez-vous sur notre groupe Facebook dédié aux auditeurs. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser des questions, je serai ravie d'y répondre par mail à l'adresse partenariat@oserlareconversion.com.